Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. 15 jours après le début de la guerre contre l'Iran déclenchée par Israël et les États-Unis, le conflit s'installe dans la durée et déborde bien au-delà du territoire iranien. Jeudi 12 mars, un soldat français a été tué par une frappe de drone près d'Erbil, au Kurdistan irakien. Sur le plan militaire, le rapport de force semble pourtant très déséquilibré. Washington et Tel Aviv affirment avoir largement détruit les capacités militaires conventionnelles de l'Iran, les radars, les défenses antiaériennes, une partie de la flotte navale. Mais l'histoire des guerres modernes le montre, la supériorité aérienne ne suffit pas toujours à faire tomber un régime. Et malgré ces frappes, Téhéran continue d'attaquer, notamment grâce à des drones moins coûteux et plus difficiles à neutraliser. Derrière ce conflit se dessine aussi une équation stratégique plus large avec la guerre en Ukraine. Les mêmes acteurs, les mêmes armements circulent d'un front à l'autre. Alors, assiste-t-on à deux guerres séparées, en Ukraine et au Moyen-Orient, ou désormais à deux fronts d'une confrontation plus vaste? Et que nous dit cette guerre de l'évolution des armements aujourd'hui? On en parle dans cet épisode en commençant, Alain, Jean-Marie, par évoquer l'aviation américaine. Avec leurs avions de chasse, F-35, F-22, F-16, les États-Unis semblent avoir une supériorité écrasante sur l'Iran. D'un point de vue strictement militaire, est-ce qu'on peut déjà parler d'une victoire aérienne quasi totale? C'est ce que dit Trump. En tout cas, mais Trump nous a dit qu'il n'y avait pratiquement plus de défense aérienne, il n'y avait pratiquement plus de missiles. La réalité est différente de toute façon, donc en vérité, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que l'arme qui fait réfléchir tout le monde et qui est spectaculairement efficace, ce sont les drones. Ce ne sont pas les chasseurs habituels. Il y a souvent un spectacle assez étonnant de voir un drone arriver et puis derrière un chasseur, un F-30 ou un F quelque chose, qui suit le drone pour l'abattre. Et le problème des armées et le problème des défenses antiaériennes, c'est ça, c'est les drones. Parce qu'en plus, les drones arrivent par nuées. C'est d'autant plus difficile au point que les officiels américains ont demandé l'aide, entre guillemets, de l'Ukraine. Et laquelle est évidemment habituée, puisque toutes les nuits, ce sont des drones qui tombent sur les principales villes du pays, et notamment sur la capitale, Kiev. Et donc, les Américains se préoccupaient du fait qu'ils n'avaient pas le savoir-faire, ni l'expérience que peuvent avoir les Ukrainiens. Donc, les Ukrainiens viennent au secours de l'armée américaine pour l'aider à combattre ce fléau que sont les drones, et qui sont à la fois l'arme qui a été révélée par le conflit en Ukraine, mais qui se trouve aujourd'hui confirmée de façon très spectaculaire dans la guerre Iran contre Israël et les États-Unis. Alain Frachon? Essayons de reprendre les 5 ou 6 cibles visées par les Israéliens et les Américains depuis le 28 février. Il y a la marine iranienne. À peu près tous les observateurs s'accordent à dire qu'il n'y a plus de marine iranienne. Il y avait, je crois, une quarantaine de bateaux, il en resterait 30 en état de marche. Donc la marine iranienne et les ports ont été attaqués. L'aviation, il n'y en avait quasiment pas. Ce qu'il en reste a été attaqué aussi. Ensuite, il y avait les missiles, la capacité de l'Iran à fabriquer des missiles de toute portée et des drones Shahed. C'est le drone de base fabriqué par les Iraniens. Donc, d'une certaine façon, les militaires israéliens, par exemple, les plus concernés par le nucléaire iranien, étaient plus inquiets de l'ampleur de l'arsenal de missiles iraniens, capables de toucher les villes israéliennes, comme il se passe chaque nuit d'ailleurs, mais qui sont arrêtés par la défense antiaérienne d'Israël, que par le projet nucléaire à l'état où il en est. Donc, la marine, l'aviation, les stocks de missiles, les fabriques de Shahed, et puis ensuite la direction politique, ça a été fait tout de suite, et ensuite tout ce qui peut encadrer, qui peut servir au régime à réprimer la population, c'est-à-dire ça va des gardiens de la révolution aux milices bassidj, etc. Pour autant,
que ces gardiens de la Révolution et ces miliciens basidj, 200 000 hommes d'un côté, 600 000 chez les miliciens bassides, voire plus encore, certains vont jusqu'à 800 000 miliciens basidj, pour autant que ces gens-là soient dans les casernes. Ils ne sont pas dans des casernes, ils sont chez eux. Et les gardiens de la Révolution, et depuis le mois de juin, on peut bien imaginer que l'Iran a eu le temps de s'organiser en prévision d'une autre guerre, soit avec Israël et avec les Américains, comme celle qu'il y a eu en juin. Donc la direction politique, et puis le nucléaire. Le nucléaire, Natanz, qui est là, dans le centre de l'Iran, et c'est là où il y a sans doute le plus de centrifugeuses capables d'enrichir l'uranium et de l'enrichir à des teneurs, 60-80%, qui se rapprochent de la teneur nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. Donc voilà ce qu'ils ont visé, essentiellement. Alors, avec plus ou moins de succès, évidemment, on ne peut pas se fier aux chiffres qu'avance Trump parce qu'ils sont farfelus, mais il n'en reste pas moins que je pense que l'armée américaine n'a pas été surprise. Je pense que Trump a été surpris, que dans son fantasme, il suffisait qu'il amasse une armada énorme pour que les Iraniens lui obéissent ou signent un accord avec les États-Unis. Mais les militaires américains connaissent bien ce terrain depuis très longtemps. Ils étudient ça dans les états-majors depuis 1979 et je pense qu'ils ne sont pas surpris par la résistance qu'évoquait Jean-Marie, de l'Iran et la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones. Mais il faut se souvenir de ce point de vue-là que quelques jours avant le déclenchement des opérations, il avait été porté à la connaissance du public à travers la presse que l'état-major américain était plus que réticent à lancer cette opération et décrivait des conséquences en chaîne qui n'étaient pas des conséquences positives de la mise en mouvement de cette armada que Donald Trump avait convoqué dans la région. Et donc, les militaires américains ne s'étaient pas trompés, eux, donc mis en garde, dont Trump n'a absolument pas tenu compte, puisqu'il a décidé malgré tout d'y aller. Parce qu'il sait tout. Ça renvoie évidemment à la discussion qu'il a pu avoir avec Netanyahou, parce que évidemment la vision israélienne n'était pas la même que celle des États-Unis. Mais ça, en même temps, ça renvoie à une faiblesse américaine. Rappelons-nous aussi 2003 et l'opération contre l'Irak, déclenché par George Bush Jr., ceux qui étaient contre, notamment la France et l'Allemagne, faisaient valoir que ça emporterait des conséquences en chaîne non maîtrisables et que ces conséquences en chaîne pouvaient être catastrophiques à long terme. Et c'est ce qui s'est produit. Les faits ont donné raison à Jacques Chirac. Et voilà que se réédite en quelque sorte une opération militaire dont on savait ou dont on pouvait penser qu'elle était très risquée, plus que ne pouvaient le penser les dirigeants américains, et malgré tout, ils passent outre, et passant outre, ils se heurtent à ce qui était au fond attendu, et par les états-majors, et par ceux qui avaient un petit peu de mémoire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait se diriger vers une guerre longue, une guerre d'usure, un peu comme en Ukraine, où au début, Vladimir Poutine pensait en avoir fini en quelques semaines, et finalement, 4 ans après, on y est encore ? Écoutez, je ne crois pas. En ce moment, on est à des journées avec, si on additionne les sorties israéliennes et américaines, des bombardements aériens, à 500 à 1000 sorties. Donc, c'est quand même énorme. Il faut pouvoir maintenir cette cadence-là. Alors, moi, je crois qu'il y a une date clé dans cette histoire. C'est le 31 mars et le 1er avril ou le 2 avril, une visite officielle de Trump à Pékin. Il y tient particulièrement. C'est très important pour lui d'essayer de stabiliser la relation économique et commerciale avec la Chine, pour ne pas parler de la relation stratégique. Donc j'imagine que d'ici au 31 mars, en tout cas, cette densité d'opérations militaires va baisser. Les Chinois sont fous de rage contre cette opération. Les Chinois ont un accord stratégique avec l'Iran. Ils sont ridiculisés. Ils ne peuvent pas aider l'Iran, ou ils ne savent pas comment aider l'Iran. Ils ont fait des manifestations de gesticulation militaire et navale juste avant le 28 février, sans doute dans l'espoir d'essayer de dissuader Trump, mais ça n'a pas marché. Ils importent 70 à 80% du pétrole qu'exporte l'Iran. Donc c'est une grande proximité. Et ils ont investi dans l'Iran comme étant un des points importants des nouvelles routes de la soie. Et quand on regarde la carte, on comprend pourquoi. Les nouvelles routes de la soie qui ont commandé l'Asie centrale, etc. Toute cette région étant une région d'expansion au moins économique chinoise, pour ne pas dire stratégique. Et donc les Chinois ont fait des déclarations publiques les plus dures
pour condamner, vitupérer, stigmatiser l'opération de Donald Trump. Je ne vois pas que dans ce climat-là, il y aura un sommet. Et d'ailleurs, je crois même que si les Chinois avaient donné leur opinion et avaient fait savoir en février à Trump, il n'y aura pas de sommet. Si tu lances la guerre contre l'Iran, il n'y aurait pas eu de guerre. Mais ils ne l'ont pas fait. De même, ils avaient la possibilité aussi de faire pression sur Poutine. Ils ne l'ont pas fait pour d'autres raisons. Alors, surprise, pas surprise, Jean-Marie a tout à fait raison. Vous savez, les militaires, la plupart du temps, sont les plus sceptiques avant de partir en opération. Les plus sceptiques, c'est eux qui connaissent mieux le terrain et c'est eux qui savent à quoi ressemble la guerre. La CIA, pareil, je suis convaincu que la CIA avait fait des scénarios montrant toutes les conséquences en cascade que pouvait avoir cette opération. Maintenant, on peut revenir un peu au profil de la guerre qu'évoquait Jean-Marie, là. Vous utilisez un F-35 ou un F-16, c'est-à-dire des avions, des chasseurs hyper sophistiqués. Rien que de les faire décoller en consommation de carburant, en consommation de personnel au sol, parce qu'il y a un pilote, mais il y a 10 ou 15 personnes qui sont attachées à chaque avion pour préparer l'avion, et il va tirer un missile qui coûte, au bas mot, entre 500 000 et 3 millions de dollars. Il va tirer un missile sur un drone. Un drone, ça vaut 43 000 euros, 50 000 dollars, à peu près. Les Iraniens en fabriquent par dizaines de milliers, les Shahed. Et donc, ils les ont vendus aux Russes quand les Russes en ont eu besoin. Donc, les Ukrainiens savent lutter contre les Shahed, pour en revenir à ce que vous expliquiez au début de notre entretien. Ils sont très habitués à lutter contre les Shahed. Et ils ont compris que ça servait à rien d'utiliser une batterie de missiles Patriot. Chaque missile Patriot, pour ne pas parler de la batterie qui est installée au sol, chaque missile coûte 3 millions de dollars. Donc vous allez dépenser 3 millions de dollars pour descendre un drone qui vaut 50 000 dollars. Donc là, vous n'allez pas tenir très longtemps. Et donc, les Iraniens ont aidé les Russes à fabriquer une usine, même 2 usines, je crois, de Shahed qui sont revus par les Russes, sans doute améliorés par les Russes. C'est un engin, un avion sans pilote, qui peut faire 2000 ou 3000 kilomètres, en très longue portée, avec sa charge. Il vole à très basse altitude. Les radars ne le détectent pas. Et donc, ceux qui savent le mieux comment lutter contre les missiles russo-iraniens Shahed, ce sont les Ukrainiens qui, depuis 4 ans, font face toutes les nuits et dans les tranchées et sur le front aux Shahed. Et ils ont développé eux-mêmes des drones anti-drones. Et ils ont développé des mitrailleuses capables d'abattre les drones, etc. Et donc, ils ont développé des moyens non coûteux pour lutter contre les drones, et ils y arrivent. En général, ils arrivent à abattre à peu près 80% des drones qui sont tirés sur eux chaque jour, par centaines. Par centaines, parce que les drones sont lancés par, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est une cavalerie de drones que vous pouvez envoyer. Et donc voilà, le profil d'une guerre très particulière où il y a une jonction qui est faite d'une certaine manière, puisque l'Ukraine peut aider. L'armée américaine aurait demandé cette aide. Trump s'est refusé à dire que c'était le cas. Il en a profité pour attaquer Zelensky et dire que c'est Zelensky qui empêchait un accord de paix en Ukraine. Et quand on lui a dit que ses propres services, CIA, renseignements militaires, écoute téléphonique, lui ont rapporté que les Russes ont aidé les Iraniens à cibler les bases américaines, les ambassades des États-Unis dans le Golfe, notamment en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, que les Russes ont aidé les Iraniens à faire ce ciblage du fait de la proximité qu'il y a entre Moscou et Téhéran et d'un accord stratégique qui lie là aussi les 2 parties. Trump a refusé de le croire. Au contraire, il a même dit non, les Russes m'ont dit, Poutine m'a dit, il a eu un coup de téléphone cette semaine, au début de la semaine avec Poutine. Poutine m'a dit qu'il allait essayer de faire de son mieux pour convaincre les Iraniens d'aller vers un cessez-le-feu ou je ne sais quoi. Voilà, les 2 conflits que vous évoquiez au début, ils sont liés. Oui, ils il y a une intrication avec les 2 théâtres de guerre et peut-être un système de vases communicants aussi dans les armements, parce que Zelensky, en échange de son offre de service d'intercepteur de drones, il aimerait bien, lui, récupérer des systèmes antimissiles américains. Il aimerait bien surtout récupérer les Patriotes, qui sont l'arme de défense aérienne, par définition, arme efficace, puisque les Israéliens en font la démonstration tous les jours de l'efficacité de cette protection. Moi, ce qui me fascine, c'est la constance avec laquelle Donald Trump aide Poutine. Et la constance avec laquelle les décisions qu'il prend sont toujours uniformément favorables à Poutine et défavorables à ceux qui, là, en l'espèce que vient de rappeler Alain, c'est absolument monstrueux.
On se demande comment Trump peut continuer, comment l'état-major américain peut accepter d'ailleurs une telle distorsion, et distorsion des faits aussi, soit l'œuvre du président des États-Unis. Ça pose quand même d'énormes problèmes et ça renvoie évidemment à l'attitude des leaders républicains dont très peu réagissent ou continuent de réagir. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, je ne sais pas comment l'histoire jugera tout cela, mais dans l'immédiat, on ne peut que constater le désastre que cela comporte pour nous-mêmes, Européens d'ailleurs. Donc, comment peut-on sortir de cette situation en dehors d'envisager une procédure d'impeachment contre Trump, mais ce qui voudrait dire qu'une majorité suffisante au Sénat soit de couleur démocrate, qui a peu de chances de se produire. Et donc voilà, c'est vraiment un problème terrible parce que c'est une leçon pour nous tous du fait que, pour raisonner assez simplement, Trump n'est pas de notre côté. Il est du côté, en l'espèce, de ceux qui ciblent les troupes américaines et israéliennes. Il est du côté d'Orban en Europe. Il est du côté de Poutine pour le reste de sa stratégie. Comment en sortir ? Un rôle très ambigu. Puisque manifestement Donald Trump ne pourra pas arrêter la guerre du jour au lendemain comme ça en Iran comme il semble le penser, quelles sont les options réelles finalement pour les États-Unis et Israël là envers l'Iran? On l'a déjà dit ici, il ne semble pas y avoir de vision politique pour ce pays. Alain Frachon, je crois que vous avez écrit là-dessus dans Le Monde cette semaine. Écoutez, il faut partir des objectifs que s'est fixé Trump. Alors, il n'a cessé de varier dans sa définition des objectifs. Il y en avait un, c'était en finir avec le programme nucléaire iranien. Il n'est pas souvent revenu sur cette question et certainement, là, les Israéliens et les Américains ont bombardé à nouveau le site de Natanz où il y a les centrifugeuses. Deuxièmement, il a dit il faut s'en prendre à leurs appareils militaires, leurs batteries de missiles, leur marine, leur aviation. Bon, de ce point de vue-là, il peut dire que l'objectif est en voie d'être atteint. Ensuite, il avait évoqué au début, mais moins par la suite, le changement de régime, c'est-à-dire abattre, on ne sait pas comment, par une campagne aérienne, abattre la structure répressive et la structure autoritaire, plus qu'autoritaire, tyrannique de la République islamique. Et voilà, donc il a dit ça. Premièrement, il peut dire, mon objectif c'était l'affaiblissement militaire, c'est fait. Donc maintenant, on peut arrêter. Il a commencé à dire ce discours, on a démoli, je crois que Jean-Marie le rappelait au début, il a dit on a démoli 85% de l'aviation, c'est probablement vrai, une partie de la marine, etc. Donc il peut aligner comme ça des chiffres, point final. Il peut dire la même chose sur les missiles. Il va être un peu coincé sur la question du changement de régime. Je crois qu'il y a 3 scénarios, si on veut résumer ce qu'on lit, ce qu'on entend, mais on peut définir 3 scénarios. Le premier scénario, c'est le rêve de Trump, ses fantasmes, son monde intérieur. Il suffisait qu'il amasse son armada pour que la République islamique soit ébranlée. Et puis, dans son scénario, il suffira d'une semaine de bombardement avec les Israéliens sur l'appareil militaro-répressif iranien pour que la République islamique soit totalement disloquée et en voie de démantèlement, à la suite de quoi les Iraniens retourneront dans la rue, comme ils l'ont fait avec un courage extraordinaire, régulièrement depuis près de 20 ans, et ils emporteront le régime avec eux, et il y aura un nouveau régime, et tout ira bien. Ça, c'est le scénario Hollywood. C'est le scénario auquel il a rêvé. On ne sait jamais. Peut-être que ça peut se produire, peut-être que ça ne se produira jamais. Mais la crédibilité est assez faible. Le deuxième scénario, qui serait le scénario le pire, le scénario noir, si vous voulez, c'est, au fond, la République islamique s'effondre progressivement, mais pas totalement. Les régions qui ne sont pas des régions perses de l'Iran, comme les Balouches notamment, ou bien les Kurdes, ou bien les Arabes du Khouzistan, cherchent à gagner en autonomie. Les clans se font au sein de la République islamique, gardiens de la Révolution contre gardiens de la Révolution, gardiens de la Révolution contre armée régulière, et on a une libanisation du système, et on a une guerre civile qui peut durer 5 ou 10 ans, dont certains des camps accueillant les mouvements terroristes les plus dangereux de la planète. On a une guerre civile dans un pays de 90 à 92 millions d'habitants qui recèle quand même des trésors en hydrocarbures.
Et là, évidemment, c'est le scénario noir, notamment pour le Moyen-Orient et pour les voisins arabes de la République islamique. Il suffit de regarder la carte pour comprendre à quel point ce monde arabe est en bordure et frontalier de la République islamique. Le troisième scénario, je suis naturellement incapable de vous dire quel est le taux de crédibilité de ce scénario noir. Le troisième scénario, c'est un scénario qui est peut-être plausible, c'est de dire, au fond, les Américains veulent que ça s'arrête assez vite. Il y a ce rendez-vous avec Xi Jinping fin mars. Ils veulent que ça s'arrête assez vite et ils veulent le modèle vénézuélien. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la République islamique qui l'emporte, qui domine et qui impose, qui fait accepter au reste de la République islamique, de la direction islamique, une négociation qui ne dit pas son nom avec les Américains. Alors là, par exemple, on abandonne le nucléaire, tout en gardant une capacité d'enrichissement, on a un accord sur le nucléaire avec eux, en contrepartie, il y a une levée des sanctions. Et puis, on a un calendrier, on peut libérer des prisonniers politiques, on peut diminuer le nombre de missiles, etc. Donc vous avez comme ça une sorte de transaction entre la République islamique restante, subsistante, encore moins forte qu'elle ne l'était après les 12 jours de juin 2025. Mais voilà, c'est un peu le modèle vénézuélien, c'est-à-dire que vous transigez, la nature du régime reste sensiblement la même, la République islamique sauve sa peau, et les Américains peuvent dire qu'ils ont obtenu un début de négociation ou voire même quelque chose qu'ils peuvent présenter comme une reddition sur le nucléaire, comme un véritable compromis sur le nucléaire, des véritables concessions iraniennes sur le nucléaire, en échange du fait que la République islamique, que la guerre s'arrête et que la République islamique reste aux commandes. Ça ne se passera probablement comme aucun de ces trois scénarios, mais ça ressemblera à l'un de ces trois scénarios, sans doute. Le scénario numéro 2, celui qui est la guerre civile, étant le plus inquiétant, parce qu'on se souvient de ce qu'a été la guerre civile en Irak, on se souvient de ce qu'elle a été en Libye, et on se souvient aussi des 20 ans de guerre intra-libanaise. Ça ne sera pas pareil, mais si ça a lieu, on n'a pas le droit non plus de ne pas mettre cette possibilité sur la table. Le pire pour la population iranienne et pour la région. Merci beaucoup à tous les deux, Alain Frachon, Jean-Marie Colombani. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.